Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder les relations, la nature des relations entre des grands comptes et des PME, des TPE, des startups notamment, sur le volet de la cybersécurité. Autrement dit, comment des grands groupes peuvent travailler avec de beaucoup plus petites entités sans que ces dernières ne nuisent à leur sécurité, ne mettent en danger leur sécurité parce qu'elles n'auraient pas de process, elles n'auraient pas d'outils, elles n'auraient peut-être pas les moyens de se mettre au niveau en matière de cybersécurité, mais sans pour autant que les gros écrasent les petits avec leurs propres contraintes de sécurité, leurs propres exigences. Donc, comment les gros peuvent faire travailler avec les petits sans que les petits ne deviennent soit des gros, soit ne disparaissent et ne croulent sous les obligations. C'est le thème aujourd'hui. Pour en parler avec nous, nous avons ce que j'ai coutume d'appeler une brochette d'experts. Nous avons tenté d'organiser ça par binôme. Donc nous avons 2 binômes, 2 grands comptes et 2 startups. Donc les gens que vous allez voir ici travaillent réellement ensemble. C'est même plus pratique pour préparer une table ronde puisqu'ils savent déjà, ils se connaissent sur le bout des doigts et ils vont pouvoir partager surtout leur expérience. Donc on est dans un mode plutôt de retour d'expérience. Nous commençons par tout au fond. Voilà. Avec Thierry Auger du groupe Lagardère, Deputy CISO. Et qui est accompagné Emmanuel Gras, président d'Alcide. Alors Alcide, qui est un peu un habitué maintenant de la communauté des assises, puisqu'il est la société a reçu le prix de l'innovation et la mention du public. Il y a quoi, 2 ans, c'est ça ? Un an déjà. Ils vous raconteront ce qu'ils font aussi au passage. Et ensuite, à côté, nous avons Laurent Ozerman de Centrio, sécurité des systèmes industriels, et avec son grand compte, Olivier Lignol, RSSI Group, pour EDF. Je pense qu'il en a plusieurs. Hein. Oui. D'ailleurs, ça fait partie d'une question, justement, cette exclusivité un petit peu dont on discutera. Nous avons commencé un peu plus tôt que prévu, ça nous laissera peut-être un peu plus de temps pour des questions, donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions pour les 10 dernières minutes. Nous avons choisi de partager, de segmenter cette session en 3 phases. Première phase, le sourcing, comment chacun a découvert l'autre, comment ils ont décidé de travailler ensemble. Deuxième phase, l'organisation, comment ils ont réellement travaillé ensemble. Et évidemment, une dernière phase, les risques, les bénéfices. Qu'est-ce qu'on retire de cette expérience ? Sur le sourcing, messieurs, et ça c'est une question qui s'adresse plutôt aux donneurs d'ordre, le souhait de travailler avec une start-up. Est-ce que ça vient d'une volonté de favoriser un écosystème, une sorte de responsabilité sociale, entrepreneuriale du grand compte, ou est-ce que c'est, de manière plus pragmatique, une veille technologique qui a identifié face à un besoin le meilleur fournisseur, le plus adapté, sauf qu'il se trouve qu'ils sont 3, ils sont dans un garage, ou presque. Qui veut... Je vous vois hocher la tête. Qui veut commencer ? Allez, j'attaque. Bonjour à tous. Chez nous, c'est les deux en fait. Ce souhait de pouvoir trouver en fait les technologies qui sont vraiment adaptées aux besoins de nos métiers. Mais c'est aussi en fait de travailler avec l'écosystème et d'aider en fait l'ensemble des startups. Alors comment on fonctionne en fait ? On travaille avec des fonds d'investissement en France qui nous remontent en fait chaque mois des deal flow avec des sociétés qui sont classées. Alors la démarche en fait elle est innovation chez nous, donc ce sont des sociétés en fait orientées métiers, mais j'ai dedans en fait toute la partie IT et la partie SSI en fait qui remonte. Ensuite on fait la même chose en fait en Israël, à Tel Aviv, donc avec un fonds qui s'appelle Magma, et là c'est hyper dynamique aujourd'hui en cyber, et ça remonte en fait de la filiale, des sociétés tous les mois, et on y va en fait fréquemment, au moins une fois par an en fait pour discuter avec eux et rencontrer en fait des sociétés. Et puis on a un contact en fait en Silicon Valley pour drainer en fait des entreprises sur la Silicon Valley. L'idée étant, comme je vous le disais, orienter innovation et de pouvoir en fait identifier pour le business des sociétés en fait qui sont très adaptées. Et pour finir en fait, la dernière démarche c'est celle qu'on mène avec DG, donc dans le cadre des trophées de l'innovation, du prix d'Innov, où chaque année
année, en fait, on va rencontrer des incubateurs dans nos régions. Et ça, faut vraiment le reconnaître. Et typiquement, je crois qu'il y avait cette année, en début d'année, là, au CES, 280 sociétés françaises là, qui représentaient notre savoir-faire. Alors, pas qu'en cyber, en fait, dans tous les domaines. Mais c'est vraiment agréable. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que Alcide est arrivé chez nous. Olivier, comment ça se passe à EDF ? Alors, ça se passe bien, mais c'est une chose compliquée. Alors déjà, je suis un des 2 représentants réguliers au CES dans le domaine de la cybersécurité avec Thierry. On y va depuis quelques années. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qui nous permet de pouvoir identifier des jeunes pépites ou des nouveaux axes qui se développent. Également, le problème qu'on a chez EDF, à l'instar d'autres sociétés comme la SNCF par exemple, c'est qu'on est une entité adjudicatrice et donc à ce titre-là, on a une obligation de mise en concurrence selon des modalités qui sont assez similaires au marché public. Donc on part sur des marchés qui se mettent en place sur 8 à 12 mois et qui donc ne favorisent pas des écosystèmes de petites structures qui n'ont pas les moyens de répondre à ce type de marché. Et donc on a d'une part un besoin et d'autre part des moyens. Et donc par rapport aux moyens, on a défini une démarche innovation qui permet pour des marchés qui sont inférieurs à 400 000 euros de mettre en place en fait une approche dans laquelle on a une sorte d'action simplifiée pour pouvoir faire rentrer des nouveaux acteurs, tester l'ensemble de leurs technologies, les mettre en œuvre dans des phases pilotes et voir ce que ça peut donner par rapport à nos besoins. Et nos besoins, ils sont de 2 types. Soit liés à des approches d'innovation ou de nouvelles déclinaisons par rapport à des besoins sur lesquels on aura une approche un petit peu plus intelligente par rapport à ce qu'on faisait avant de décliner un certain nombre de nos offres produits, ou, et c'est le cas dans le cas présent, carrément des technologies qui n'existent pas dans des environnements type industriels, dans lesquels on se pose des questions assez inquiétantes, comme ont été rappelées ce matin par Guillaume Poupard, et dans lesquels on se dit, bah, tiens, il serait peut-être opportun d'avoir des acteurs qui viennent dans ces environnements qui avant étaient très cloisonnés, de manière à ce qu'on y voit un peu plus clair. Et du coup, bah, il faut bien aider ces jeunes sociétés qui se positionnent sur ces marchés-là et qui sont capables de pouvoir apporter potentiellement des solutions à cette problématique. Et à ce stade-là du sourcing, est-ce que la notion de sécurité, tant de la solution elle-même que du fournisseur dans ses propres opérations, est-ce qu'elle entre en jeu ou ça vient ensuite ? Exactement, elle rentre en jeu. Et donc tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que dans le cas présent, on est bien, et je suis directeur cybersécurité, et donc à ce titre-là, on est bien sur une double demande. Une demande au niveau de la fonction métier. Et là, il y a des belles choses qu'on a à partager parce qu'on travaille dans plusieurs axes des métiers d'EDF et de production, et dans lequel on a cette problématique qui est partagée avec la société, qui est en train de consolider son produit, qui est en train de le faire évoluer de manière à l'adapter aux besoins ou à la confrontation, à la réalité du terrain dans cette déclinaison-là. Donc il y a vraiment une évolution commune sur les besoins qui vont façonner le produit final. Exactement, c'est vraiment une fertilisation croisée entre l'offre qui est en train de se finaliser et ce que nous, on a comme besoin. Mais est-ce que ça veut dire, ou est-ce qu'il est arrivé peut-être déjà, que vous repériez une solution, une société qui travaillerait sur une solution susceptible de répondre à un besoin, et que au premier regard, vous vous dites « Ah mais non, mais en même temps, c'est tellement loin d'être au niveau en termes de sécurité pour nous qu'il y aurait trop de travail pour ça, donc on arrête là. » Alors, c'est pas le cas pour Centrio, mais ça arrive... Non, vous ne serez pas là sinon. Voilà, mais ça arrive assez régulièrement. D'accord. Et donc, ça peut nous arriver soit dans le cadre de technologies qu'on aimerait bien envisager, mais qui ne sont pas au niveau de ce qu'on espère, et ça arrive dans tous les domaines du groupe. Et ça peut même arriver dans le cadre d'acquisition. C'est-à-dire qu'on peut renoncer à des acquisitions parce que le coût de l'intégration de la sécurité serait trop élevé. D'accord. Thierry, pareil. Juste pour ajouter donc un petit peu la même chose, mais la notion de maturité qui fait que par moment, en fait, on se dit il y a un concept en fait qui est pertinent, on sait que quelque part on pourra en faire quelque chose plus tard, mais c'est pas le moment. Et donc dans ce cas-là, en fait, il y a des échanges et on se repositionne. Et on a plein d'exemples en France. Enfin, je sais pas, mais ça me passe par la tête. En fait, il y a une boîte qu'on a eu aussi au Trophée d'innovation il y a quelques années là, Cybelle Angel, qui cartonne aujourd'hui et à laquelle on a dit à un moment donné oui, mais pas maintenant. Voilà. Donc, et de notre côté, en fait, comme je l'ai expliqué, on regarde bien sûr en fait la partie sécurité, quelle valeur ajoutée en fait ça va nous apporter, quel segment qui est pas bien couvert en fait on va pouvoir couvrir. On regarde pas en fait la capacité de la société à rentrer dans le carcan en fait du groupe ou de ses filiales en se disant on le gérera après. Et il y a beaucoup d'osmose. Et dans ce cas-là, à partir du moment où on sait qu'en fait on va y passer du temps, mais que c'est du gagnant-gagnant,
on donne vraiment, c'est-à-dire qu'on va accompagner en fait ces structures en leur ouvrant aussi notre écosystème pour qu'elles puissent justement aussi en bénéficier, monter en puissance. Alors, et tu as dit le mot, c'est du gagnant-gagnant. Donc pour les 2 startups qui nous accompagnent aujourd'hui, est-ce que le fait de travailler avec des grands comptes, c'est quelque chose qui était envisagé dans votre stratégie tout de suite, et si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour vous rendre sexy, à part du rouge à lèvres, pour vous rendre visible et sexy auprès des grands comptes? J'ai jamais mis de rouge à lèvres, mais non, en fait, nous on fait de la cybersécurité pour les systèmes industriels. Donc forcément des grands comptes. Forcément des grands comptes, parce qu'aujourd'hui, le fabricant de tables et de chaises, il se pose moins la question que l'opérateur électrique, l'opérateur ferroviaire, le pétrolier, le fabricant de matériel de défense, ce type d'industrie sensible. Donc c'était forcément avec les grands comptes. Et oui, on a forcément eu des actions tout de suite pour se rendre visible. Déjà dans la conception de la solution, parce que quand on a créé l'entreprise en 2014, on a passé presque 1 an à faire ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat anglo-saxon du customer development, c'est-à-dire qu'avant même d'écrire la première ligne de code, on a été voir une 50aine de RSSI de ces grands groupes en leur disant voilà, on est entrepreneur, on est en train de travailler sur un projet pour la cybersécurité des systèmes industriels, on a des idées, on voudrait vous rencontrer. On a eu 0 refus. On a eu 100% de rendez-vous parce que les gens sont intéressés à cette démarche de partage. Et puis, de fil en aiguille, on est tombé sur des vrais sponsors. Le groupe EDF en est un, le CEA Cadarache est le deuxième, qui nous ont dit, écoutez, ce que vous faites, c'est très intéressant. On était même en train de faire à peu près la même chose dans notre coin, que ce soit dans la R&D d'EDF ou dans les labos du CEA. On arrête de faire ça et on travaille avec vous en tant qu'utilisateur sponsor à définir le cahier des charges, à définir les besoins, etc. D'accord, donc c'est vraiment grandir ensemble. Ça, c'était vraiment grandir ensemble. Et à côté de ça, il faut forcément être visible. Donc, quand on démarre, on fait tout un tas de concours de start-up pour être à la fois crédible. Parce que quand on dit qu'on a gagné le concours de BMW, de l'Organisation européenne d'innovation, de ce genre de choses, ça crédibilise le projet. Ou le prix de l'Innov des Assises. Ou le prix de l'Innov des Assises en 2015, puisque c'est vrai qu'on a aussi eu ce prix-là en 2015, je n'oublie pas, juste 2 ans avant mon voisin de gauche. Ça crédibilise le projet. Et puis surtout, ça sert aussi de sparring partner, ces jurys, à l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, s'il doit avoir une qualité, c'est celui d'être capable de douter, d'entendre les commentaires ou les remarques que leur font des jurys de professionnels, d'autres entrepreneurs, de financiers, pour essayer de faire avancer son projet. Alors Emmanuel, Alcide protège les annuaires Active Directory. Il y en a un peu plus partout que des systèmes industriels. Est-ce que le grand compte était une cible immédiatement? Et dans ce cas-là, Dédé, vous aviez pris des démarches de sécurité ou d'architecture qui étaient propres à les rassurer tout de suite, ou est-ce que c'est venu ensuite? Donc en effet, il y a tout le monde qui a un Active Directory, grosso modo. Donc on peut s'adresser à plusieurs types de comptes, des grands comptes, des comptes un peu plus petits. Le ciblage des grands comptes, ça vient plutôt de notre passé. Alcide, ça a été fondé donc par Luc et moi-même. On est des anciens de la NSSI et donc de fait, on était plus au courant et plus sensibilisés aux problématiques de ce qu'est un opérateur d'arpentance vitale, donc souvent un grand compte quand même, un ministère français. Donc on s'était plutôt dans notre connaissance et dans nos relations finalement professionnelles. C'est ça qui a fait que sur nos premiers clients, on a compté quand même plutôt des grandes entreprises au départ. Donc c'était plutôt une opportunité. Après, c'est extrêmement intéressant. Quand on travaille avec un grand compte, EDF, Lagardère, on peut aller voir à peu près n'importe quelle entreprise en France et même dans le monde en disant, voilà, on travaille avec une entreprise qui est présente dans je sais pas combien de dizaines de pays différents dans le monde. Donc ça donne en fait une possibilité. On voit bien l'intérêt. Mais ça veut dire que c'était taillé d'emblée pour pouvoir répondre aux exigences de sécurité des grands comptes. Alors en effet, voilà, c'est le problème auquel on était confronté et qui a fait qu'on a créé Alcide venait du fait qu'on travaillait avec des grands comptes au jour le jour. Et en effet, après, pour avoir le droit de travailler avec eux, il faut quand même se mettre en conformité avec leurs exigences. Donc ça peut être à la fois technique. Alors là-dessus, je pense on était plutôt des bons élèves dans le sens où on est des ingénieurs qui font de la sécurité
sécurité, donc on est raisonnablement paranoïaque, donc on fait assez attention. Après, il y a aussi tout un autre volet sur les aspects sécurité, c'est tout ce qui est comment je prouve que je suis en conformité. Et donc répondre à ces fameux questionnaires, les vendor assessment, dans lesquels on doit montrer patte blanche et on doit expliquer que oui, on a une PSSI, oui, on renouvelle nos mots de passe, oui, nous on est dans des locaux sécurisés, etc. Donc c'est plus que l'aspect technique, c'est aussi toute la partie procédure, processus et administratif, comment on montre, comment on rassure un département achat en disant bon ben voilà, vous n'êtes pas en train de faire entrer un loup dans la bergerie, nous aussi on sait se mettre en conformité, nous aussi on sait jouer le jeu. Donc c'est parfois un processus un peu complexe. Là-dessus, Lagardère, vous avez été plutôt sympathique. Donc pour pouvoir travailler avec un grand compte, il faut être capable de jouer à ce jeu-là. Ce jeu du déclaratif. Et dans notre cas, on a depuis le début quasiment mis en place une politique de classification des données avec différents niveaux. Les deux premiers plus sensibles étant d'une part les données de nos clients, parce qu'il nous arrive d'avoir des copies de réseaux industriels, de systèmes de production, de systèmes nucléaires, de systèmes énergétiques, etc. Et le deuxième, c'est plus le problème de l'entrepreneur, c'est le code source du logiciel, pour des raisons de sécurité, parce que quand on détecte, on peut aussi attaquer le système de détection, etc. Et aussi pour des raisons de propriété intellectuelle et d'investissement, si on ne maîtrise pas. Déjà structuré quand même pour parler en tout cas le même langage que les grands comptes. On parlait tout à l'heure justement de cette notion d'exclusivité. On l'a vu dans ce que vous nous avez dit, il y a une notion presque de mentorat, il y a une notion de win-win, de grandir ensemble. Est-ce que ça, c'est compatible avec avoir 2 ou 3 grands comptes dans votre vie ? Au même moment, je veux dire, et au début, en tout cas. Après, il faut forcément en avoir plusieurs, à mon sens, parce que sinon... Dès le début, on parle... Dès le début, parce que sinon, on ne fait pas un produit, on fait une solution à façon pour une personne. Et ça, je pense que les grands comptes, en tout cas le EDF, l'a vite compris, qu'on ne pouvait pas se limiter à un usage et qu'il fallait trouver une solution pour créer une vraie solution et avoir un effet de levier économique parce que la solution va être utilisée pour plein d'environnements différents et plein de choses différentes. D'accord. D'autres, peut-être, Alcide, pareil, vous avez eu la même démarche de dire on va ouvrir un maximum de grands comptes Oui, de toute façon, c'est ce qu'on veut au début, c'est travailler avec le plus de personnes possible. Après, c'est vrai que sur peut-être les premiers cas, pour être sûr de bien le faire, c'est même inconscient, on est concentré, on se dit voilà, on travaille avec tel compte, on travaille avec Lagardère, on veut bien le faire. Donc du coup, ça concentre des ressources, mais en effet, c'est très important, et ça, c'est plus le point de vue de l'entrepreneur que la partie cybersécurité. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et ne serait-ce que pour démontrer que notre solution répond à plusieurs besoins dans plusieurs verticales métiers ou plusieurs types de sociétés, il faut pouvoir exhiber plusieurs exemples, plusieurs clients références. Et pourtant, ça doit être tentant. Vous avez enfin décroché un sponsor, quelqu'un qui va vous permettre de vivre, d'allonger votre renommée un petit peu. Donc ça va être tentant effectivement de privilégier cette relation. Pour nos donneurs d'ordre, quelle est finalement à ce stade la part des exigences de sécurité dans le processus de contractualisation? Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'exigences types que vous demandez à ce moment-là, au moment où vous commencez à vous rencontrer, à dire ok, on va travailler ensemble et grandir ensemble? Alors en fait, oui. Alors déjà côté produit, et je pense que lié à ce qu'on vient de dire, ce qu'on fait aussi de temps en temps, c'est de travailler en fait avec la start-up pour en sortant un peu du cadre, histoire qu'on puisse un peu stresser le produit, s'assurer que effectivement ça correspond à nos attentes. Nous, de notre côté, on met aussi en fait de la ressource en se disant il faut en fait bien comprendre ce qu'il en est, s'assurer en fait de la valeur, et en sachant qu'en fait cette ressource-là, potentiellement, elle va leur remonter en fait des besoins, des adaptations, une projection en fait pour les mois qui viennent. Et ça, en fait, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et en fait, je pense que tout le monde y trouve son compte, quoi. Bon, après, sur ta question directe. Première chose, c'est effectivement la valeur du produit. Est-ce que ça correspond bien en fait à ce qu'on a ciblé? Parce que, comme je le disais, à partir du moment en fait où on consomme du temps, on fait quand même attention parce qu'on se dit on a plein de choses à faire, et de ce fait, faut pas se tromper de priorité. Et on fait attention en fait à l'écosystème. En termes de sécurité, en termes de risque, en se disant on va poser ça quelque part, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être impacté, et donc là on travaille en fait avec la société histoire de bien comprendre ce qu'il en est et pas faire d'erreur dans un premier temps, quoi. Alors
Nous, c'est un peu particulier parce qu'il y a 100 SI et donc il y a toujours un SI qui est disponible, qui va avoir la bonne sensibilité pour faire le bon test. Et moi, je me sers en fait du SI du corporate qui est un super bac à sable en fait pour en faire ses expérimentations. mais on le maîtrise. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on le maîtrise et donc les trucs qui doivent être rangés sont rangés et voilà quoi. Olivier, c'est pareil sur l'industriel, sur les réseaux industriels? Non, parce que contrairement à Thierry, moi j'ai pas un double rôle en étant DSI, lui il aime bien jouer. En fait, je vais vous lire ce que m'a dit la direction des achats, parce que je pense que le premier élément qu'on fait avec les startups, donc dans le cadre du processus achat-innovation, donc on en fait 100 par an. Et c'est intéressant parce que, vu de notre point de vue, on a complexifié tout ça au fur et à mesure des années, on a des procédures de marché assez compliquées. Donc là, la question, c'était déjà de la simplifier, que ce ne soit pas un enfer pour eux, simplement de pouvoir contractualiser avec nous. Donc il me dit, en pratique, c'est un processus achat accéléré. On bypass les comités d'engagement et de validation habituels, il y en a genre une dizaine. Et simplifié, on part d'une trame de CGA, CPA. Simplifié aussi au niveau des dispositions de responsabilité, de garantie, de propriété intellectuelle, etc., etc. Et donc, en fait, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est de faire en sorte, alors ça a été compliqué pour moi à accepter au début du point de vue de la partie cyber, on a d'abord alléger tout ça, de manière à ce qu'ils soient capables de pouvoir signer un contrat avec nous rapidement et qu'on n'attende pas X mois avec des ressources qu'ils n'ont pas pour pouvoir l'essayer. Ça a été le premier point. Après, le deuxième point, quand on revient plus dans ma practice, la question qui s'est posée avec eux, c'est aussi où c'est applicable. Et il y a des endroits, assez rapidement, on s'est dit la technologie, elle ne va pas forcément être dans l'efficacité qu'elle pourrait amener parce que nos contraintes font que ce n'est pas acceptable. Mais en même temps, comme il l'a très bien expliqué, même nous, en tant que groupe, on est un client très multiforme. Et donc, on va avoir, et ils sont vraiment dans tous ces environnements, de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est des champs d'éoliennes au milieu d'un désert dans le Chili, c'est des panneaux photovoltaïques au milieu d'un champ. Donc, tout ça est très accessible, très exposé à des problématiques de sécurité et très décentralisé. Bien sûr, de cohérence entre la sûreté et la cybersécurité. Et donc, voilà, un environnement d'un type. Ensuite, on a parlé du monde du nucléaire, qui est très fermé, mais très cloisonné. Donc, on doit multiplier beaucoup les équipements, pas forcément adaptables partout. Puis, vous avez les vallées hydrauliques. Les vallées hydrauliques, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres sur lesquels on a des équipements au milieu de nulle part. Et donc tout ça fait qu'après, il faut adapter l'équipement à l'environnement dans lequel on va pouvoir l'utiliser. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail qu'on peut faire, puisque le processus de gestation de l'entreprise permet encore de s'adapter par rapport à ces différents champs, et même pour eux, d'avoir après des capacités à se déployer dans des environnements similaires. D'accord, donc c'est effectivement, et on reste dans cette optique de on travaille ensemble, on teste, c'est des petits pas, des quick wins peut-être dès le début. Alors après, le principe, c'est qu'une fois qu'on intègre tout ça, il faut que ça corresponde aux règles de la PSSI, que tout ça rentre dans les fourches codines de nos environnements, puisque assez rapidement, on parle de pilotes, et que les pilotes, ils sont très vite dans les environnements de production très proches. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'on soit toujours capable, puisqu'on est dans l'industriel, de qualifier nos environnements de production. Et donc, oui, c'est du quick win, tout en revenant de plus en plus dans un domaine qui est un domaine contrôlé et régulé. Alors, pour nos startups, est-ce que tout ça, concrètement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de choses que ça a changé dans votre façon de travailler, dans votre développement, dans votre quotidien, finalement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées sur la demande de ces grands groupes? Changer, je sais pas trop, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'était organisé pour pouvoir prendre ça en compte. Donc, ça, vous l'avez bien anticipé. Et puis, dans le développement, aujourd'hui, on utilise des méthodes agiles où toutes les 3 semaines, on peut changer de cap et améliorer le plan. Donc, du coup, ça avait été pensé dès le départ. Je pense que ce qu'a dit Olivier sur les procédures achats est très important. C'est pas le cas avec EDF, mais on a eu beaucoup de cas où des grands groupes nous ont dit écoutez, c'est super ce que vous faites, on vous envoie un contrat. Et dans le contrat, c'était écrit qu'ils étaient tellement géniaux que dès qu'ils allaient nous parler, tout leur appartenait. Ce qui est pas possible, parce que quand on crée une solution et quand on est entrepreneur, c'est pour forcément garder une partie de la propriété intellectuelle. Donc ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de trouver des schémas de copartage ou des choses comme ça sur des choses très avancées, mais ça peut pas Et les achats dans un certain nombre d'industries, ça dépend des industries, mais l'industrie manufacturière, automobile, etc. est assez redoutable en matière d'achat, assez vorace. Et donc c'est des réflexes presque
inné que de je te C'est parle et reptilien, tout quoi. m'appartient et toi fournisseur sous-traitant et ça marche pas parce que on n'arrive pas à faire éclore des entreprises si elles n'arrivent Non, pas. c'est un modèle qui est bon faire sur le avancer. service. Moi-même, j'ai signé des contrats où toute la propriété intellectuelle de ce que je fais appartient au client. Mais dans le service, c'est très bien. Mais quand on fait un produit, effectivement, qu'on veut vendre par ailleurs, c'est peut-être plus compliqué. Oui, effectivement. surtout qu'en plus de ça, en règle générale, on fait un pilote et on investit plus que le coût du pilote est inférieur au coût qui va être investi Oui, par l'entreprise bien sûr. parce que voilà. Et l'investisseur, ça, il le comprend, mais l'investisseur, on est aujourd'hui assez facilement capable d'aller chercher des investisseurs à condition que le chiffre d'affaires qui a été généré par ces pilotes est significatif et que les conditions de propriété intellectuelle sont acceptables. assurées. C'est les deux critères. Emmanuel Gras, pour revenir à la question, est-ce que vous avez été obligé de rajouter des choses, d'améliorer, de changer par le biais, à cause de ce que vous avez signé finalement? Donc en effet, ouais, sur ces exigences faites par le grand compte, alors là je parle pas de Lagardère, par le grand compte envers la start-up, des fois il y a des exigences qui nous font un peu tomber de nos chaises. Nous, voilà, il y a un an on était 4 et dans le questionnaire il y a est-ce que vous avez une PSSI? On dit, on est 4, on n'a pas de PSSI, donc on a écrit une PSSI pour 4. Donc voilà, il y a des choses qu'on est obligé de faire, on pensait pas qu'on le ferait aussitôt mais on l'a fait. Après il y a d'autres exigences où là on se dit bien entendu, on nous demande si on versionne notre code source. Bon, on est éditeur de logiciels au 21e siècle. Oui, on versionne notre code source parce que je connais personne qui ne le fait pas. Peut-être que le questionnaire dans les années 90 aussi, c'était une bonne exigence de savoir, voilà, est-ce que vous faites ça? Donc voilà, il y a des questions qui sont, elles sont un peu absurdes pour nous dans les deux sens, parce que trop ou parce que, oui, c'est quand même la base et on saurait pas travailler sans ça. Donc là-dessus, je pense que la recette du succès, faut se plier au jeu, faut être capable d'expliquer, dire monsieur l'acheteur, bon, j'ai une PSSI, vous comprenez que mon DPO, mon RSSI, mon CIO, c'est la même personne parce que voilà, c'est moi ou c'est le directeur technique. Donc il faut aussi avoir un petit peu cette pédagogie. Mais après, quand on tombe sur des gens raisonnables, ça s'entend et ça permet. Il faut montrer de la bonne volonté. Il faut pas leur dire non, je vais pas avoir de PSSI, j'ai pas envie de le faire. Ça marche pas. Il faut montrer de la bonne volonté et on y arrive quand même. Donc tout le monde dit travailler avec un grand groupe, oui, c'est difficile, c'est exigeant, mais en se donnant du mal et grâce à des initiatives comme celle dont parlait Monsieur Lignol, on peut y arriver quand même. Alors justement pour nos grands comptes, qu'est-ce qui coince finalement le plus souvent dans cette démarche à ce moment-là? Alors je reprends ma casquette de consultant sûreté, mais des choses comme la protection des locaux, l'accès physique aux locaux, la protection des documents dans les locaux, peut-être la classification, on en parlait de l'information. Est-ce qu'il y a un palmarès finalement, un top 3 des choses qui arrivent systématiquement avec des startups où ça coince? Chez nous, le point le plus dur, alors il n'est pas en fait sur les données, l'infrastructure, la sécurité physique & co, parce que tout ça, en fait, à partir du moment où on commence à discuter avec eux, on l'intègre, on sait comment ça va fonctionner, on sait aussi ce qu'on va prendre et laisser, en se disant ce qu'on laisse, en fait, c'est ce qu'on n'a pas envie, en fait, de regarder actuellement, parce que justement, ça représente du risque, et donc on va se focaliser sur ce qu'on est capable de faire. Chez nous, le premier truc qui bloque, c'est la partie contractuelle. Parce qu'il faut aller voir, en fait, les juristes et leur dire on va sortir un peu du cadre, on va faire ça, en fait, par étapes. Mais ils sont habitués, comme je vous le disais, on fait ça maintenant depuis des années. On est confronté, en fait, à cet écosystème. On ne veut pas perdre de temps sur la valeur produit, et donc on est prêt, en fait, à faire ces écarts-là. Mais on le fait toujours raisonnablement, et on le fait en leur expliquant et en leur disant là, rendez-vous bien compte qu'on a fait un effort et que potentiellement on vous redemandera, en fait, d'y revenir. Mais par contre, on fait un document qui est propre et qui correspond vraiment, en fait, à ce dont au final on a besoin, et en leur expliquant que c'est aussi pour eux. C'est-à-dire que ça va leur faire gagner du temps parce qu'ils ont juste une trame qui est prête pour le suivant, quoi. Clairement. Olivier, les points sur lesquels ça achoppe? Alors, d'une manière générale, c'est pas forcément avec Centrio qui connaissait quand même bien ces environnements, puis je les ai connus, puisque moi aussi j'ai fait partie de l'ANSSI, je n'ai géré le conseil, donc je connaissais quelques acteurs qui sont dans cette société. En l'occurrence, ce qui peut achopper, c'est le fait qu'on est un groupe connu, qu'on a quelques investissements assez conséquents dans nos outils industriels, ne serait-ce que pour l'avenir de notre ingénierie et de notre capacité à faire des centrales. Et donc, en l'occurrence, quelquefois, on passe un peu pour la poule aux œufs d'or, et donc il faudrait expliquer que quand on est dans une phase de pilote, ça doit rester dans des montants de pilote. Ça, c'est pas forcément évident, parce que tout le monde pense que les grands comptes ont forcément plein d'argent, ce qui n'est pas forcément le cas. En termes de sécurité, en tout cas. Ah oui, mais ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui peut achopper, c'est après, alors surtout dans l'environnement dont on a parlé tout à l'heure, les environnements de production, c'est quand même des endroits dangereux.
et des endroits dans lesquels on intervient pour de la maintenance, puisque quand ça tourne, on n'ouvre pas. Et donc à ce titre-là, du coup, quand c'est en maintenance, les choses sont exposées et donc on peut se blesser. Ou alors on peut être dans des environnements dans lesquels on doit vérifier l'identité des gens, leur qualité, etc. Et du coup, à ce titre-là, il faut bien expliquer ça à la petite structure qui n'a pas forcément l'habitude. Et il faut aussi lui apprendre sans que ça devienne un frein. Et que pour faire la première intervention, il faille des semaines et des semaines pour s'introduire dans l'environnement. Et on a eu des cas comme ça de sociétés innovantes sur lesquelles on a fini par dire bon, on va devoir revenir plutôt du côté de R&D, ce qui n'a pas été le cas de Centrio. Donc on est allé dans l'autre sens pour retester plutôt dans nos laboratoires et ensuite revenir dans les environnements de production parce que c'était pas adapté par rapport à la maturité de la start-up. D'accord. Question peut-être plus générique cette fois-ci. Vous accepteriez par exemple, ou est-ce que ça serait un frein pour vous de travailler avec une société dont les seuls locaux sont dans un coworking en plein centre-ville et dont la seule infra est un site, un serveur en hébergement mutualisé chez OVH ou un autre. Mais en fait, c'est toujours une question de prise de risque. Puis on en a parlé dernièrement aux assises du COFIS. Il paraît qu'OVH a la bonne presse. Et donc, en tout cas, c'est ce que dit le député Villani. Et donc, en l'occurrence, non, si on est dans des conditions dans lesquelles c'est acceptable. Et donc, typiquement, on a par exemple des marchés. Donc là, on est vraiment dans la mini start-up d'expertise. Donc, l'expert individuel peut être un des acteurs au sein du groupe si on a besoin de son expertise sur un domaine particulier, même si il vit dans un train. Bon, voilà. Et donc à ce titre-là, on est capable de s'adapter. Par contre, à partir du moment où on tombe dans la montée en puissance dont je parlais tout à l'heure, la contractualisation, etc., là, on est obligé quand même d'avoir un certain nombre de garanties pour pouvoir s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre en danger notre sécurité. Très bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce point-là ? Non ? Très bien. Non. Parfait. Est-ce que quand on arrive à ce point de la contractualisation, on commence à travailler ensemble, on commence à développer des choses ensemble, quelles sont les aides qui peuvent être envisagées, alors qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de produits, de choses comme ça, qui sont disponibles pour aider à faire monter un petit peu en niveau la start-up ? L'aider à s'équiper peut-être, l'aider à faire face à des audits, des choses plus particulières. Est-ce qu'il y a des aides, soit publiques, soit privées, soit via des fondations peut-être de vos groupes ou des choses comme ça ? Dans notre cas, ce qu'on a pu faire, c'est notamment un certain nombre de réunions de sensibilisation de notre propre personnel, parce que quand on recrute des développeurs qui ont 25-30 ans et qui ont travaillé avant, comme dans notre cas par exemple, sur des systèmes de SIG ou des systèmes... Enfin, ils ne sont pas tous sensibilisés aux problématiques de cyber. C'est des séances avec la DGSI qui intervient assez volontiers dans les entreprises de façon assez percutante parce que ils font un travail préparatoire pour aller chercher les profils GitHub, LinkedIn. En général, ça fait toujours son petit effet. Des développeurs qui sont tombés un peu de leur chaise de voir l'officier de la DGSI leur montrer tout ce qui répondait sur Internet et leur expliquer comment certaines autres sociétés avaient été retournées avec des gens qui prennent parfois 6 ou 8 mois pour nouer une relation de confiance avec quelqu'un avant de lui demander tiens, au fait, j'ai vu que tu étais aussi dans la pétrochimie, tu pourrais pas m'envoyer la formule de... Voilà. Pas forcément que dans l'IT, ça peut être d'autres. Oui, donc oui, on a fait ce genre de choses, ça a été très, très efficace dans notre cas. Très bien. Chez Lagardère, comme je vous expliquais, en fait, l'aide, si elle doit venir, elle vient des fonds d'investissement en fait, avec lesquels on travaille et qui potentiellement sont capables d'accompagner les startups. Alors ça dépend de plein de choses en fait, et ça dépend aussi des calendriers qu'ils peuvent avoir en termes d'investissement. Sachez une chose, c'est que l'écosystème se parle énormément et que c'est pas parce que je n'ai pas dans un deal flow d'un fonds d'investissement avec lesquels je bosse des échanges avec eux sur d'autres technologies, d'autres sociétés. Pourquoi ? Parce que tout le monde essaye à chaque fois en fait un peu de certifier la valeur, l'information, la vraie capacité, et de ce fait ça échange, et je pense que c'est vraiment très bénéfique en fait pour tout le monde, quoi. Oui, je rejoins totalement Thierry là-dessus. Pour l'aide, en effet, alors l'aide du grand groupe, ça peut être déjà du chiffre d'affaires. Ça rapporte quand même de l'argent de faire des pilotes et après de les convertir. L'aspect fonds d'investissement aussi, en effet, où Lagardère est souscripteur au moins d'un fonds, je ne sais pas si probablement d'autres. Quand un fonds d'investissement pousse un dossier cybersécurité à un RSSI, que le RSSI dit oui, c'est bien, et en plus, donc validation métier, et derrière, en plus, je suis devenu client, donc validation marché, je peux vous dire que le fonds d'investissement en question, derrière, il
frétille. Donc ça c'est un très bon point. Et autre point, pour revenir sur ta question sur les aides pour rester sur la sécurisation de la société et de la solution, la BPI, donc la Banque publique d'investissement, et aussi des programmes par exemple de la DGA permettent de faire financer des opérations par exemple de certification ou de qualification d'une solution, qui sont des exercices, on va le dire, longs, coûteux et fatigants. Et quand il y a une entité publique qui est convaincue de l'intérêt de faire certifier une solution, on peut recevoir des aides de ce côté-là, ce qui nous permet à nous, éditeurs, de se lancer dans cette démarche en se disant, voilà, on ne va pas être sur nos fonds propres et donc du coup avec un gros déficit de trésorerie pour un processus qui est incertain, ça se rate une certification. Ça permet de l'engager peut-être plus tôt et avec plus de confiance, en se disant, on est supporté, il y a vraiment quelqu'un qui dit, oui, j'ai envie que vous soyez certifié, est-ce que ça doit répondre à un besoin? Donc voilà, il y a aussi ce type d'aides qui sont alors non dilutives par rapport aux fonds d'investissement, donc c'est encore mieux, mais on peut être aidé sur cet aspect-là. Olivier. Donc nous, sur l'accompagnement, alors il y a énormément de palettes de capacités, donc je pense que c'est pas forcément tout ne passera pas par les fonds. Enfin, je comprends qu'il y a besoin d'argent pour les startups, mais il y a aussi d'autres éléments sur lesquels on peut les aider. Et donc en l'occurrence, il y a pas mal de choses déjà sur les moyens qu'on a. C'est-à-dire sur les moyens qu'on a, aller faire les pen tests, les vérifications, la qualité avec laquelle l'ensemble de l'environnement des startups en question est de bonne qualité. Eux, ils sont plutôt contents qu'on le fasse avec eux. Nous, on apporte notre expertise et tout le monde est beaucoup plus rassuré à la fin de l'histoire. Le deuxième aspect sur lequel on le fait beaucoup, c'est qu'au début, j'ai beaucoup stressé ma direction juridique, c'est que quand je faisais des opérations de phishing, des choses comme ça, je les faisais un peu massivement sur tous les acteurs des projets, y compris sur des très gros projets. Et pour moi, que ce soit un prestataire ou que ce soit pas un prestataire, tout le monde doit y passer. Et donc ça inquiétait beaucoup sur les questions de responsabilité, mais en fait c'est très bien reçu par l'ensemble des acteurs, parce que c'est bienveillant. À la fin, l'idée c'est je vous ai eu comme ça, et donc on peut améliorer. Et le troisième point, alors ça on le voit beaucoup, et j'en ai un quatrième d'ailleurs, le troisième point c'est sur la partie en fait accompagnement, coproduction, échange avec R&D, co-construction, dans lequel ça nous arrive assez régulièrement d'être dans des écosystèmes un peu spécifiques, dans lesquels on développe avec des sortes de places de marché, des choses comme ça, surtout sur la partie aval de l'énergie. Et donc quand on se retrouve dans ces environnements-là, souvent on dit, attendez, il y a des problématiques de réglementation assez lourdes, de problématiques de données personnelles, voire des problématiques pénales par rapport à ce qu'on peut faire autour de ça. Et les startups, elles nous disent, moi j'ai pas un directeur juridique et tout un service juridique derrière, je serais enchanté de discuter avec vous et de faire évoluer mon offre de manière à m'aligner là-dessus. Et le dernier point, et ça c'est quelque chose sur lequel je le fais quand on est avec des acteurs tels que Centrio, à partir du moment où après il y a des enjeux de marché et d'appel à des fonds pour se développer ou des choses comme ça, si on me demande mon avis et qu'on est satisfait, j'hésite pas à le donner et je le donne d'une manière totalement libre par rapport aux acteurs en question. Et donc en l'occurrence, j'ai tout intérêt à le faire. D'une part parce que je peux expliquer pourquoi je pense que la technologie en question, elle est porteuse et qu'elle est intéressante, mais en même temps je peux dire que si elle devient européenne, ça va m'aider pour les différentes filiales. Je peux aussi dire que potentiellement, s'ils investissent sur celle-là, mais aussi sur d'autres, ils vont constituer un marché, ce qui va m'aider par rapport à mes propres marchés. Et donc je suis un acteur d'accompagnement et d'influence, mais c'est quand même eux qui ont fait le boulot. Mais je peux accompagner le message. D'accord, donc l'aide est vraiment protéiforme. Oui, non, je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour convaincre la communauté des investisseurs français et européens qui sont quand même pas forcément très matures sur la cybersécurité par rapport à d'autres écosystèmes israéliens, Thierry l'a dit, ou américains. Et donc, pour convaincre, au-delà de notre communauté propre, on va dire les gens qui sont aux assises, c'est important que des grands comptes supportent les opérations des startups quand elles sont en levée de fonds, parce que c'est comme ça qu'on peut crédibiliser les projets, crédibiliser les équipes, crédibiliser les technos. Et créer un écosystème, et créer un écosystème plus large et plus grand. Même si je rajoute, c'est absolument hérissant de se rendre compte quand derrière un fonds d'investissement a appelé un de nos clients pour poser des questions. Enfin, on leur dit, mais vous êtes fous, c'est un de nos clients, vous allez les déranger, donc vous allez les fâcher, ils vont plus être clients. Voilà, ils se gênent pas de le faire, même parfois, ça arrive de demander des références, ça leur arrive aussi de prendre des références. Donc là, l'aide peut être beaucoup plus poussée s'il faut que le client soit déjà capable de donner un bon avis sans que vous l'ayez préparé et sans le demander. Et ça, c'est très précieux. C'est clair. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la fourniture de licences d'outils? Alors, je sais que tout le monde utilise la version gratuite de Z pour échanger des containers, mais au-delà de ça, il y a aussi des outils qui peuvent, dont le coût peut être beaucoup plus lourd et qui peuvent être exigés par des grands comptes. Est-ce que c'est arrivé ça aille jusqu'à de la fourniture de licences de logiciels? Non. Dans notre cas, ça a été le cas avec les industriels, effectivement, qui nous ont
prêter du matériel ou prêter des logiciels pour qu'ils soient supportés dans notre technologie. Mais là, c'est leur intérêt aussi. C'est leur intérêt, etc. Et puis, c'est pas des choses... Alors, ça dépend dans les systèmes industriels. Personnellement, j'ai acheté des équipements sur eBay, des équipements cassés, etc., pour en avoir pas cher au départ. Mais aussi, on nous a beaucoup prêté, ou on nous a laissé accéder à certains équipements, parce que le système General Electric qui pilote une centrale à gaz, ça s'achète pas sur eBay, justement. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on ait un sponsor pour ça, quoi. D'accord. Mais alors, pour ces centrales-là, moi, c'est un bonheur de les avoir, parce que c'est ça qui est important. C'est même pas qu'on ait fait un effort pour leur mettre à disposition des choses qu'on a achetées ou qu'on a acquis. C'est qu'ils s'intègrent dans l'écosystème et ils nous permettent de valider que potentiellement, avec leur solution, on va améliorer la situation. Donc la question se pose même pas. Ouais. Très bien. Nous touchons à la fin de notre table ronde, mais évidemment, on va finir avec une question complètement tarte à la crème. Quel bilan vous tirez de cette collaboration ? Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que les uns et les autres vous y avez gagné et qu'est-ce qui a fait que vous travaillez mieux aujourd'hui et plus sereinement ? Et si c'est pas le cas, vous pouvez le dire aussi. Hein. Juste en fait pour alimenter la LSI dont je vous parlais tout à l'heure, on a une centaine de contrats donc, qui sont entretenus en fait régulièrement et j'ai à peu près 20% en fait qui sont des contrats en fait liés à cette démarche d'aller chercher en fait des technologies via les startups un petit peu partout. Je vois pas comment en fait on pourrait faire autrement aujourd'hui. Oui, on peut faire sans, mais quand on a ça dans les gènes, en fait, on a en permanence cette envie justement d'essayer de prendre un peu d'avance, d'aller chercher en fait des technos qui sont en rupture avec ce qu'on est en fait habitué à faire. Quand on travaille sur les dossiers d'innovation là, côté DG, chaque année et qu'on dépouille en fait et qu'on trouve des années où il y a de l'innovation d'usage mais moins d'innovation technologique ce qui en fait des d'ailleurs vraies un grand ruptures. débat. On se retrouve frustré en se disant ouais, pas cette année mais ça va pas. Mais donc voilà quoi. Et donc la réponse c'est non, moi je sais pas faire autrement. Et puis, il y a quand même une chose, c'est que on est face en fait à des univers qui se transforment à une vitesse juste dingue. Et c'est pas en fait les gros outils qu'on peut avoir. Ok, ils sont super, ils nous apportent plein de valeur, mais la différence, elle est justement faite avec tous ces petits outils qui sont complémentaires et qui potentiellement vont venir prendre la place après de nouveaux socles. Quelque chose qu'on mesure aussi nous et qui est aussi important et qui nous aide, c'est que on est quand même de plus en plus en fait capable de substituer en fait les solutions. Il y a quelques années, c'était hyper compliqué en fait de se dire il faut que j'enlève en fait quelque chose sur tous mes endpoints et puis que je mette autre chose. Ça, c'est de plus en plus facile et ça nous aide énormément, quoi. Et Emmanuel, le produit a grandi, finalement, ça a été un accélérateur pour vous de travailler avec ces grands comptes. C'est vraiment un accélérateur et c'est vrai que pour le cas de Lagardère, on en bénéficie et c'est c'est génial à voir. Au début, en effet, ça commence par un acte de confiance. On est dans la cybersécurité, on est une société jeune, donc on se dit alors le bac à sable corporate, j'oserais pas appeler ça comme ça. Il y a quand même le compte d'Arnaud Lagardère dedans, mais passons ça. Voilà, on commence parce que Thierry nous a fait confiance et là, Lagardère, c'est un nuage d'entreprises et de systèmes différents, plus de 100, tu l'as dit. Et à partir de cet acte initial qui était vraiment un acte de confiance, là, on est en train de voir ça percoler dans tous les SI de Lagardère, à tous les différents niveaux déployés dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose. Là, on part d'un acte de confiance. Quelqu'un nous a dit, OK, on va essayer parce que j'y crois. Quand on voit que derrière, en plus de cette confiance, là, il y a une traction, il y a une adoption par d'autres personnes qui ne nous connaissaient pas initialement, qui ne sont pas dans le jury de l'innovation des ASI, donc vraiment des gens du métier qui n'ont aucune raison de nous. Les gens du jury sont aussi du métier. Hein. Oui, mais ils nous ont nommés, donc ils nous aimaient bien. Voilà. Donc là on commence à parler à des gens qui nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et qui nous choisissent pour la technologie et pas uniquement pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est génial à voir et qui fait grandir et la solution et l'entreprise. Laurent, merci. Laurent, vous n'auriez pas existé finalement s'il n'y avait pas de rencontre. Nous, on n'aurait pas pu faire le produit tel qu'on l'a conçu, ou en tout cas, on aurait fait un produit qui est peut-être plus centré sur des utilisateurs technologiques, alors qu'aujourd'hui, on a ouvert cette solution à des utilisateurs qui ne sont pas des experts en cybersécurité industrielle ou en cybersécurité tout court, mais qui sont des hommes de l'industrie. Et ça, c'est à mon sens très important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de ressources et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Oui. Même s'il y a de plus en plus de monde aux assises, il y a de moins en moins il y a tellement de choses à faire qu'il n'y a pas assez de bras pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et avoir des technologies qui démocratisent, qui packagent une sorte d'expertise. Et voilà, donc non, on irait sûrement plus vite vers ça. On serait encore
on essaierait d'accélérer encore plus vite pour aller vers ce genre de choses et essayer de pousser les grands comptes avec lesquels on travaille à aussi adopter cette vitesse, parce que s'il faut apporter un bémol à cette table ronde, c'est du point de vue de la start-up, c'est qu'on aimerait toujours que ça aille plus vite et que ça se déploie plus vite et qu'on grandisse plus vite ensemble. Olivier, le bilan de tout ça? Le bilan est positif, mais globalement positif. Globalement positif, et donc on est content. Le seul point, c'est que finalement, on n'a pas assez d'expérience comme ça. Parce que moi, ce que me dit la direction des achats, c'est qu'idéalement, nous, on aimerait bien en faire une centaine par an, et on n'arrive pas à en faire une centaine par an d'achats innovants. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des belles histoires et des belles expériences. Oui. Et donc, on aimerait bien multiplier ça. Même à la rigueur, ça serait plus frustrant pour les candidats, mais si on avait plus de demandes, on pourrait presque être sélectif. Et donc, on est plutôt porteur vraiment de ce type d'initiative, et tous les métiers accompagnent, bon, la cyber, mais aussi les métiers du SI, pour essayer d'avoir ça dans la transformation numérique. Très bien. Merci à tous. On a le temps de prendre quelques questions, 2-3 questions peut-être. On a, 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour nos grands comptes et nos startups sur leur expérience? Oui. Alors, souvent dans les travaux de veille et de pilote, quand on commence à rechercher des solutions qui répondent à un besoin de cyber, on est confronté à des solutions, on va dire, de gros fournisseurs qui sont relativement complètes, mais qui sont pas à 100%, qui répondent pas à 100% aux besoins, mais qui sont viables dans un contexte de production, parce que les sociétés ont des références dans le même domaine d'activité que l'entreprise qui fait la recherche. Et face à ça, on a des startups comme Alcide ou Centrio qui sont finalement, parfois, qui répondent complètement au cahier de charge, mais qui n'ont pas d'expérience dans le domaine d'activité, on n'a pas fait des déploiements à l'échelle avec leurs solutions. Qu'est-ce qui fait pencher ? Alors déjà, c'est tout à fait pertinent votre question, dans le sens où y a toujours une prise de risque potentielle à aller vers ce type de technologie. Le seul problème, c'est que si on ne le fait pas, on meurt parce qu'on se retrouve face à un ou deux prestataires, fournisseurs qui tiennent complètement le marché, et on tombe dans des effets lock-in, c'est un grand classique, et donc on est bloqué par rapport à ces technos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui fait aussi bien basculer, c'est je sors de la conférence de l'atelier de Schneider, ils ont été cités. Donc c'est pour ça que j'étais en retard, parce que j'étais en train de débattre avec eux dans le cadre de l'atelier. Et ils sont cités parce qu'ils se sont bien positionnés dans cet écosystème industriel où finalement il y avait un trou. Ils ont eu l'intelligence de trouver un positionnement où il y avait peu de gens, et donc il y a une appétence assez forte, et donc il y a une prise de risque, on est parfaitement d'accord, même par rapport à la prod, même par rapport au fait qu'il pourrait être racheté, il pourrait se passer plein de choses, c'est une start-up, mais par contre il y a aussi un apport et donc un renouvellement. Et pour nous, on pense vraiment, et c'est pour ça qu'on a fait tout ce processus d'achat-innovation, on pense qu'il faut gérer cette part de risque de manière à réinjecter de l'air dans ces différents marchés et avoir une vraie politique industrielle. Donc c'est pas parfait, on est perfectible, on est super compliqué dans tous nos processus, mais je pense que c'est ça qu'il faut aussi pour qu'il y ait une évolution de ce marché, ce que disait Gérard Rio ce matin, et qu'on puisse dire dans 2 ou 3 ans, ça s'est complètement renouvelé très rapidement. Une autre question là-bas. Une question plutôt grand compte vers une start-up, c'est que je crois que quand on est grand compte, on a une inquiétude sur la capacité de la start-up à passer à l'échelle. C'est-à-dire industrialiser son produit et passer de 1 ou 2 sondes, par exemple dans le cas de Centrio, à, mettons, la capacité à en fournir 500 ou 1000 ou autre. Donc ça passe par du financement qui va être apporté par des fonds d'investissement. Et moi, je suis assez surpris de voir dans le même domaine d'activité de Centrio, il y a des boîtes israéliennes qui lèvent 25 millions de dollars la première année de leur création, et des sociétés comme Centrio qui ont déjà 4 ans d'expérience n'arrivent pas à lever autant de fonds. Donc il y a une frilosité en France pour accompagner, à mon sens, des startups innovantes comme Centrio à l'échelle que de ce qui se fait au niveau international. Et je pense qu'on peut passer à travers des pépites comme celle-là, mais il y en a d'autres. Si on ne les accompagne pas, déjà dans un premier temps, d'acheter leurs produits, parce que faire des POC c'est bien, mais il faut aussi acheter leurs produits. Et pour être plus précis, nous on a contractualisé un peu avec Centrio, justement, en changeant peut-être un peu le modèle, en leur disant faites plutôt de la location que de l'achat, parce que ça permettra de pérenniser un chiffre d'affaires dans le long terme et peut-être être plus vendeur vis-à-vis des fonds d'investissement. Donc est-ce qu'il existe, est-ce qu'au niveau d'autres grands comptes, vous avez aussi, notamment chez EDF, la même approche déjà d'acheter les solutions, de les accompagner dans la durée, en ayant des plans d'achat sur du long terme, etc.
Non, mais moi je laisserai répondre Olivier sur la partie EDF. Je pense que juste pour commenter sur les montants levés par d'autres, etc. Bon, déjà la première chose, c'est que un entrepreneur, ça cherche d'abord à se financer par ses clients. Et ça veut dire vendre des solutions, parce qu'un investisseur, il prend une part du capital, et quand on est entrepreneur, on a envie de maîtriser le capital de son entreprise. Si on passe par des montants, des levées, c'est pour aller plus vite et pour faire grandir la boîte au moment où il faut la faire grandir, pour faire grandir le produit, les équipes, aller à l'international, etc. Et après, sur les montants de ce que font les autres, je pense que les autres écosystèmes sont plus dynamiques, au sens où il y a des acheteurs, ce qui manque en France, c'est-à-dire que qui en France est capable d'acheter une start-up 100 millions d'euros de cyber? Je ne suis pas sûr, personne ne l'a jamais fait. Et pourtant, j'ai déjà fait des sessions d'entreprise dans la cybersécurité. Par ailleurs, il y a aussi un côté capitalistique et spéculatif beaucoup plus important, qui fait que les grandes boîtes américaines type FireEye, Palo Alto, etc. ont levé des sommes considérables parce qu'elles ont été valorisées des sommes considérables. Et du coup, il y a une logique spéculative qui se met en route, qu'on n'a pas sur le marché européen, parce que pour avoir cherché des fonds en Allemagne ou ailleurs, c'est aussi la même chose. Et pour compléter, en fait, cette démarche, cette mécanique, parfois tue la valeur. Et ça, en fait, moi, je l'ai observé plusieurs fois. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on évoquait, c'est côté Israël, souvent, on voit des choses qui sont assez détonnantes, en fait, mais qui n'ont pas la maturité attendue, un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on les suit. Et elles sont captées, en fait, par des grands groupes, en fait, ou des gens qui font de la technologie IT et qui se disent OK, c'est pour moi, il faut absolument que je l'embarque. Et on s'aperçoit rapidement que derrière, que toute la valeur est tuée parce que c'était trop tôt, parce que c'était pas la bonne société, parce que la start-up, en fait, avait une autre stratégie. Elle se retrouve, en fait, dans un moule qui est pas fait pour elle. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, ça peut capoter, quoi. Et juste une chose qu'on n'a pas évoquée là cet après-midi et qu'on regarde nous aussi, et c'est toujours important, mais j'ai jamais dit à Emmanuel et à Luc, c'est on regarde les gens qui portent la start-up, en fait. Et on fait cette analyse, et ça, ce sont les Israéliens qui m'ont appris aussi à le faire, parce que derrière, ça nous donne une visibilité sur la pérennité liée, en fait, à la capacité de ces gens-là. Et Emmanuel l'a dit, on était 4, quoi. Mais quand on est 4, c'est compliqué des fois. Et de ce fait, on analyse ça en se disant, OK, c'est bon, et on peut les accompagner, on peut y aller, on va pas perdre notre temps, en fait, ça va marcher, quoi. Très bien. C'était malheureusement la dernière question. Nous devons libérer la salle. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités.